Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle, troisième vidéo consacrée au rock néo-psychédélique, il fallait bien ça, et il y en aura d'ailleurs probablement une quatrième, et oui, c'est un monde sans limite, le rock néo-psychédélique, et surtout dont des groupes sortent des albums toujours aujourd'hui, en 2024, sans aucun problème. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à revenir vers vous pour la raison suivante, qui est très très simple, c'est que j'ai beaucoup d'albums. Souvenez-vous, la première vidéo, je vous invite à re-regarder ou à regarder si vous ne l'avez vu, à liker, à vous abonner éventuellement, à partager en tout cas, eh bien, était consacrée plutôt à la renaissance du rock psychédélique par des groupes dans les années 80. Et puis la deuxième vidéo, nous enracinions dans les années 80 pour aller vers les années 90, et puis là je vais vous parler de groupes qui se sont formés plutôt dans les années 90, voire au début des années 2000, et puis qui ont produit leur discographie dans les années 90, 2000, et puis pour certains de ces groupes jusqu'à aujourd'hui. Donc la difficulté était pour moi de faire un tri, parce que certains de ces groupes sont des staccanovistes, c'est-à-dire qu'ils ont produit un très grand nombre d'albums dont il est très difficile de suivre la discographie. Je vais y revenir dans un instant. Bref, concernant le rock néo-psychédélique, les définitions, j'en ai déjà parlé dans les deux premières vidéos, je ne vais donc pas y revenir. Simplement ici pour dire, selon moi, encore une fois, comme d'habitude, que le rock néo-psychédélique dans les années 2000-2010, et puis vous verrez bien dans les années aussi, lors de la quatrième vidéo, dans les années 2020, de plus en plus, les groupes vont d'abord être dans l'hommage très net au rock psychédélique des années 60-70, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en Europe, et puis certains d'entre eux vont petit à petit s'émanciper. Voilà. Pas tous. Pas tous. Alors, c'est un univers extrêmement vaste. Donc, impossible d'être exhaustif. Je ne suis pas un encyclopédiste du rock néo-psychédélique, donc il y a énormément de groupes, probablement, sans aucun doute même, qui m'échappent, m'ont échappé et m'échapperont probablement dans le futur. Mais bon, après, c'est à vous aussi, bien sûr, de partager vos albums, les groupes que je n'aurais pas mentionnés. Et encore une fois, il y a des groupes que je connaîtrais peut-être, mais que je n'ai pas en vinyle. Et nous sommes sur Histoire de vinyle. Bref, figurez-vous que je vais commencer par quoi? Je vais commencer par un CD. Eh oui, pourquoi est-ce que je commence par un CD? Eh bien ça, c'est quelque chose que j'avais mentionné dans la toute première vidéo que j'ai réalisée il y a 6 mois, qui était une introduction à l'objet de cette chaîne Histoire de vinyle, à savoir que je ne parlerai que de vinyle, que j'ai dans la discothèque, et qu'éventuellement j'évoquerai des CD, dans la mesure où le CD en question n'est sorti à l'époque qu'en CD, et n'a pas bénéficié de réédition en vinyle. Eh bien, ce groupe, ici c'est un EP 5 titres d'un groupe australien qui s'appelle Tumbleweed, qui se forme au tout début des années 90, je crois qu'il se forme en 1991, ce EP date de 1993, de leur album Sundial, justement. Pourquoi ce EP? Parce que sur ce EP, il y a Mr. Pharmacist, une reprise de Mr. Pharmacist, donc le fameux titre de The Other Half, qui n'apparaît pas sur l'album de The Other Half, si vous vous souvenez bien, qui sort en 1968. Le Mr. Pharmacist sort en 1966 avec le fameux guitariste Randy Holden. Bref, je vous renvoie aux vidéos précédentes sur le rock psychédélique US, cette fois-ci dans les années 60-70. Mr. Pharmacist, c'est un grand classique du garage psyché qui a été repris aussi par exemple par The Fall. Bon, peu importe. Et oui, c'est un CD, mais ça ne se reproduira pas souvent, sans aucun doute. Formidable. Alors, souvent les Tumbleweed ont été... les Tumbleweed, ça veut dire les virevoltants, je pense que vous avez tous vu ça dans les westerns, c'est une espèce de buisson qui roule là, voilà, c'est un petit peu ça, je savais pas qu'il y avait ça en Australie, mais bon, peu importe. Ils ont aussi été classés dans le grunge, pourquoi?
pas tellement justifié pour moi, tout simplement parce qu'ils ont accompagné justement Nirvana dans leur tournée australienne en 1993, l'année de sortie de ce EP. Je digresse. Bon, voilà, Tumbleweed. Ça y est, les CD, c'est terminé. Maintenant, allons-y. Je dois vous avouer que, comme je vous l'ai dit, il y a des staccanoïstes du rock psychédélique dans les années 90, 2000, 2010, c'est-à-dire des groupes qui vont produire un nombre d'albums studio, d'enregistrements live, de EP, voire de singles, dont il est quasiment impossible d'avoir la trace complète, sachant que tout n'est pas sorti en vinyle, que certaines choses ont été sorties en CD, certaines choses ont été sorties en cassette uniquement, et oui, même dans les années 2000, et puis certains de ces objets n'ont été distribués, par exemple, que gratuitement à l'occasion de certains concerts. Bref, autant vous dire que les discographies sont, en tout cas pour moi, totalement insuivables. Je vais commencer par un groupe qui lui n'est pas staccanoïste, et bah oui, tant qu'à faire. Alors, c'est un groupe de Philadelphie qui se forme en 1991 à l'instigation de deux frères, des frères Gibbons. On va dire, tiens, les frères Gibbons, ce serait peut-être le Texas plutôt. Mais non, c'est bien le Philadelphie, donc les frères Gibbons, qui s'entourent d'une chanteuse, Isabel Sullenberg, et puis d'un bassiste, Clint Takeda, pour former un groupe absolument sublime, qui est souvent classé dans le stoner, dans le doom, d'ailleurs avec raison, mais dont la racine psychédélique est très nette, en particulier, je pense, du côté des groupes de hard rock, de heavy hard rock psychédélique des années 60-70, comme Blue Cheer par exemple, même si ici les rythmes sont beaucoup plus lents, on est dans des mid-tempo. Alors quel est ce groupe? Eh bien ce groupe c'est Bardo Pond. Bardo Pond, ça vient de quoi ce nom de... Alors je commence par... Avant cet album-là, ils ont fait au moins 2 albums, et vous allez comprendre les références psychédéliques. Ils s'appellent Amanita et Bufo alvarius, qui sont plantes et animales, qui sont connus pour avoir été étudiés et qui sécrètent la plante et l'animal en question des substances particulièrement puissantes, hallucinogènes. Bref. Bardo Pond, c'est un lieu dans le livre des morts tibétains. Bon, voilà, vous êtes dans l'ambiance. Ici, un album qui est sorti en 1999 sur Domino Records, Set and Setting. Alors les pochettes sont souvent magnifiques, hein, de Bardo Pond, donc vous êtes dans un son qui est très lourd. Stoner, doom, avec cette voix, celle-là de Isabel Sullenberg, effectivement, dont les paroles sont quasiment... Elle chante, elle dit des textes, mais qui sont quasiment incompréhensibles. Cela crée un décalage, une ambiance très étrange, véritablement... Bref, à découvrir, je vais vous proposer plusieurs albums, je ne vais pas les décrire à chaque fois les titres, etc. Je vous invite simplement à les découvrir. Le deuxième que je vous propose, le Bardo Pond, est un groupe qui est toujours actif aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être dans la 4e vidéo pour vous proposer les derniers albums, quoique. Même s'ils sont excellents, mais je pense qu'ils s'éloignent un tout petit peu du psychédélisme, et même du heavy psychédélisme. Deuxième album que je vous propose, c'est un double album de Bardo Pond, c'est Dilate, qui sort en 2001, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, 2001. Super. Vraiment, ce sont des monuments. Alors, effectivement, ils se revendiquent des groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr. Mais ils vont aussi beaucoup puiser dans le jazz, dans leurs références discographiques. Ils vont reprendre par exemple des titres de Pharoah Sanders. Et oui, on ne les attend pas vraiment dans un groupe de Stone Doom qui fait ce type de reprise, mais à découvrir. Et puis enfin, je termine parce que souvent les albums sont magnifiques et puis les gravures sont fantastiques. Et voilà, vous avez ces pochettes super épaisses, voilà, magnifiques ici encore une fois. Album de Bardo Pond, celui-ci, je crois que c'est sort en 2008, voilà, c'est ça, 2008. Voilà, à découvrir absolument. Bardo Pond, c'est ma première proposition. Alors un groupe, je vous disais, il y en a certains d'entre eux, les Viens, eh bien, ils ont créé un petit peu les conditions
de fabrication de collector pour les amateurs de vinyle éventuellement. Je ne suis pas collectionneur, je pense que vous l'aurez compris, je suis amateur, les disques je les achète, je les écoute, et puis je les use, et puis jusqu'à ce qu'ils soient plus écoutables, ça n'arrive quasiment jamais, je vous rassure. Bref, alors ce groupe qui est un groupe anglais de Bristol cette fois-ci, qui se forme lui en 1994-1995, c'est la rencontre entre deux individus, Simon Price et puis Hugh Morgan, dans un magasin de disques formidable. Ils ont un intérêt commun musical, c'est le rock psychédélique, figurez-vous, et donc ils vont, ces deux-là, s'adjoindre les talents de Wayne Maskell, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, et puis Paul Allen, donc le premier à la batterie, le deuxième au synthétiseur, qui a un background de musicien de musique contemporaine, musique concrète, etc. Bref, mais alors là on est vraiment dans une approche presque de space rock ou de cosmic rock, je vais y revenir avec d'autres groupes. Voilà, on est parti dans ces ambiances complètement délirantes. Alors je vous disais que ces petits vilains, ce groupe c'est The Heads. Ici, c'est un album qui sort en 2000, qui regroupe des enregistrements de 97 à 2000, sachant que leur premier album sort en 1996. Alors ces petits méchants, superbe pochette à chaque fois de toute façon, ces petits méchants, ils ont cette réputation effectivement d'avoir sorti des cassettes, des CD, mais en nombre d'exemplaires extrêmement limité. Généralement, rarement plus d'une centaine d'exemplaires. C'est-à-dire que les albums originaux sont extrêmement difficiles à se procurer en vinyle également. Alors, actifs, ils ont jusqu'en 2017-2018, si je ne dis pas de bêtises, ils ont une quinzaine d'albums studio à leur actif, un ou deux live. Vraiment en vinyle, pas du tout facile à se procurer. Voilà, c'est une merveille, les captures sont quasiment live des enregistrements. The Heads, groupe anglais, Bristol, voilà, formé au milieu des années 90. Je commence, ça y est, les staccanoïstes, c'est-à-dire un groupe. Est-ce que c'est un groupe? C'est surtout un individu. Cet individu, c'est John Dwyer, qui est un guitariste, originaire de Rhode Island, mais qui va très rapidement migrer vers la côte ouest des États-Unis, d'abord à San Francisco, puis à Los Angeles, qui a une approche tout d'abord qui est un petit peu folk psych, et puis très, très rapidement dont les différentes incarnations vont aborder le garage rock, le garage psyché, le le prog, le space rock, la musique contemporaine. Bref, vous êtes dans un staccanoviste, très difficile de suivre la discographie, encore une fois, plus facile qu'un autre groupe dont je parlerai encore. Déjà The Heads, c'est en raison de la rareté des éditions, mais pour ce groupe-là, oh là là. Bref. Je vais vous passer en revue quelques albums et puis vous allez comprendre un petit peu. Effectivement, ils ont certaines périodes, pour le coup j'ai la chance, je suis un petit peu plus dans ma zone de confort avec ces groupes-là parce que je les ai vus pour certains, pour la plupart je les ai vus en concert. Effectivement, puisqu'ils sont des années 2000, c'est un petit peu 90-2000, c'est un petit peu ma génération. Donc ça me va très très bien. Quel est ce groupe? Ce groupe, il a eu différents noms, mais au moins le point commun c'est OCs. Donc The OCs, ici, ces différents albums, je passe en revue, c'est-à-dire très très vite, pour vous dire les différentes ambiances, disons, parce qu'il va changer de nom régulièrement, le nom du groupe, pour embêter les journalistes, parce qu'ils n'aiment pas les critiques musicaux, figurez-vous. Donc, vous regarderez si vous voulez dans les incrustations. The OCs, ici, donc, Grave Blockers, c'est un EP, réédité en 2017 parce qu'à l'origine c'est sorti sous la forme de 2,45 tours. Voilà, vous avez compris. Ici on est dans l'approche plus folk psych, on va dire. Toujours 2006. Cette fois-ci, vous remarquerez, le nom a changé. The OCs. Bref, c'est encore dans cette ambiance qui va rapidement approcher le psyché un peu plus dur, le garage psyché.
voilà, je voulais pas. Alors, je ne vous ai pas tous sorti tous les albums. C'est simplement pour vous montrer les différents styles musicaux de ce groupe et puis de cette incarnation via John Dwyer d'une musique garage, psych rock, bref, vous avez compris. C'est extrêmement varié. Parfois plusieurs albums qui sortent par an. The Ossies, le nom change encore une fois, vous voyez, bon c'est toujours... vous avez toutes les références, hein, je vous mets tout à chaque fois, les titres des albums pour moi. Donc là c'est une sélection de ceux que je considère comme une très bonne introduction à ce groupe. Je vous en propose, là pour le coup, il n'y a pas de souci, et j'ai pas tout sorti. Et heureusement, sinon ça il aurait fallu pas mal de temps pour passer tout cela à la moulinette. Donc The Ossies, toujours, 2007. Superbe album. Cette fois-ci, on est dans une approche un petit peu plus psyché. Il se détache John Dwyer de la folk, et puis il va entrer dans le garage, quelque chose qui va se faire de plus en plus péchu. Encore une fois, je vous le dis, les concerts de The Ossies ou The Ossies, enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est quand même quelque chose à voir, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà, 2009. Ici, avec cet album qui s'appelle Help, commence à changer cette fois-ci clairement d'ambiance. On est dans une approche qui est beaucoup plus psychédélique, beaucoup moins folk. Et quand je dis folk psych, hein, vous allez écouter les albums, il a vu du folk là-dedans. Alors, si. Écoutez la progression des styles musicaux au sein des Ossies ou The Ossies ou tout ce que vous voulez, vous allez voir que voilà. Je vous propose, allez, il y en a encore, hein, je veux absolument parce que je les trouve fantastiques ceux-là. Donc, et puis ils sont, encore une fois, vous l'aurez compris, représentatifs. Ici c'est Castlemania, c'est un double album, toujours des The Ossies. Et puis ils vont parvenir à un album vraiment charnière en 2013, qui est le suivant, dont certains des titres sont toujours joués en concert par le groupe. C'est pour vous dire qu'ils sont, voilà, ce sont des petits succès, en tout cas en concert pour les fans du groupe. Vous avez compris que j'aime pas le terme fan, mais je suis quand même un amateur de ce groupe. L'album en question, ce qui sort en 2013, c'est Floating Coffin. C'est un tournant, pourquoi? Parce qu'en fait, le groupe qui accompagne John Dwyer jusque-là, eh bien, va le quitter, et il va rester seul pendant un an. Alors, les premiers albums que je vous ai montrés de The Ossies, il est souvent tout seul. Donc là, il va retrouver une période. Donc cet album, c'est celui qui est probablement le plus accessible, et puis qui va vous mettre des morceaux dans la tête pour longtemps. C'est clair, hein, je vous disais, beaucoup des titres sont rejoués en concert très très fréquemment. Donc Floating Coffin. Donc le groupe se dissout en quelque sorte, et puis il va repartir avec la formation qui est celle de pratiquement aujourd'hui, avec deux batteurs. Il y a une période après cette phase qui est très... vous avez compris, il y a un changement de folk vers garage psyché, vraiment bien affirmé, parfois avec des ambiances un petit peu space ou cosmic rock. Là, il va avoir une période, effectivement, je ne vous montre que cet album, là il a encore changé de nom, cette fois-ci il s'appelle les Ossies, avec cet album Orc, qui est un double album, qui sort, je ne veux pas dire de bêtises, qui sort en 2015 je crois, bref. Il y a trois albums qui sont dans une approche beaucoup plus prog. Donc Space et puis Cosmic, un petit peu. Donc Orc, c'est une bonne illustration de cette transition un petit peu plus tranquille, un petit peu plus planante, un petit peu plus expérimentale aussi. Ça reste passionnant. Donc il y a trois albums dans cette période-là, je ne vous présente pas tous. Orc, je pense que c'est très intéressant. Alors ensuite, il se dit, allez, je reviens, je retourne au garage, et effectivement, il va sortir, les Ossies vont sortir des albums où les titres sont beaucoup plus courts, beaucoup plus percutants, donc c'est un petit peu la phase actuelle, même si le nouvel album des Ossies va bientôt sortir en août, 2024, et suivant. Bref, donc là on est sur Protein Threat, voilà, des titres percutants, incisifs, très courts. On est reparti dans le garage,
Et ça va être le cas pour les albums suivants, avec celui-ci qui est une pure merveille, A Foul Form, qui sort en 2021, je crois, pour ne pas dire de bêtises. Bah si j'en dis, puisque c'est 2022, voilà, c'est plus récent encore. Donc les O6, vous remarquez le nom. Et puis un petit peu dans le dernier en date des Intercepted Message, qui sort en 2023. Donc ça c'est actuellement le dernier album studio, il y en a un qui arrive, vous avez compris, et je vous ai dit depuis tout à l'heure que vraiment les O6 c'est en concert qui le donnent leur pleine mesure, leur pleine énergie. Et ici vous avez ce superbe live avec cette pochette, voilà, hein, c'est avec le John Dwyer bien sûr, donc c'est un guitariste fantastique, plein d'énergie, pas forcément virtuose, mais plein d'énergie. Voilà, ça c'est un enregistrement à San Francisco, hein. Je vous ai dit qu'ils avaient migré à San Francisco, puis ensuite à Los Angeles. Écoutez cet album-là. Et puis pendant la Covid, et bah oui, plus de concerts, et pour un groupe comme ça qui donne sa mesure en concert, vous imaginez bien que ça n'a pas été facile. Bah, du coup, ils se sont enregistrés en conditions de concert. Ils ont été enregistrés, c'est-à-dire filmés aussi en conditions de concert, mais sans public. Et ça a donné, les Levitation Sessions qui, en tout, font 33 tours. Donc un double album et un album simple. Enregistré au Texas, dans le désert du Texas, voire dans des hangars ou usines abandonnées. Bref, l'ambiance est bien là, on est bien dans le Covid, on est un petit peu dans l'ambiance de fin du monde. Et donc il nous propose effectivement ces deux enregistrements qui sont absolument sublimes. Voilà pour les O6, voilà, oui. Qu'est-ce que tu nous as fait, Vince? Mais c'est impossible, c'est indigeste tout ça. Non, c'est juste une façon de vous encourager peut-être à aller découvrir ce groupe, sachant que vous l'avez compris, vous allez y trouver un petit peu, selon vos préférences, un petit peu ce que vous voulez, puisque les styles musicaux sont extrêmement variés. Allons-y. Alors, oui, la pile là. Je vous ai dit, certains des groupes sont staccanovistes. Bon, peu importe. Allez, je vais faire une petite pause, si vous voulez bien, avec un groupe qui a enregistré quand même pas mal d'albums, mais pas quand même comme les O6 ou les Theosis, tout ce que vous voulez, puis les suivants. C'est absolument fantastique, et cette fois-ci, alors c'est un groupe allemand, la référence elle est clairement du côté du rock allemand des années 60-70, je vais arrêter de dire krautrock, bon bref, le nom du groupe c'est Color Haze Temple, vous comprenez la référence immédiate, la référence elle va vers le groupe Ashra Temple, les pochettes sont absolument magnifiques, classées aussi souvent dans le stoner doom, donc là c'est basse, batterie, guitare, voilà, c'est un trio. Hein. Color Haze Temple, j'ai trop de choses à dire avec ici aussi, là ça m'a grillé les neurones. Fantastique. Effectivement, là vous êtes dans une ambiance beaucoup plus calme. Effectivement, des plages, les titres s'allongent, bien sûr c'est un trio, mais on n'est pas dans le garage rock, pas du tout, ce n'est pas violent, non, on est dans du space, du cosmic rock si vous voulez, c'est absolument sublime. Regardez la discographie, puisez dans la discographie de Color Haze Temple, enfin Color Haze, voilà, Temple c'est le nom de l'album, ouais, vous avez compris la référence, super. Alors, des Texans, cette fois-ci. Allez, des Texans, effectivement, qui eux se revendiquent clément de plusieurs influences, telles que le 13th Floor Elevators, bah ça tombe bien, c'était des Texans également, du Velvet Underground, par exemple, qui a fait référence de façon à appuyer à ses influences. Le cas de Black Angels, je pense que c'est un groupe majeur, même s'il n'a pas fait beaucoup d'albums, et surtout leur discographie est très inégale selon moi d'un point de vue qualitatif. Et encore une fois, ça n'est que selon moi. Ici, l'album de 2007, Directions to See a Ghost, qui est un triple album. En fait, l'enregistrement est 2007, c'est ça, et puis en fait, ça...
Voilà, vous avez compris. Alors l'enregistrement est de 2006-2007 et puis cet triple album sort en 2008. C'est passionnant de bout en bout. Alors c'est un groupe qui, voilà, il y a plusieurs, il y a 6 ou 7 musiciens si je ne me trompe pas, dont Stephanie Bailey qui est batteuse, et puis Christian Bland, donc ce sont les deux qui ont fondé effectivement le groupe. Je pense que ce triple album est une pure merveille, donc il sort en 2008 et c'est précisément l'année pendant laquelle ils vont accompagner Rocky Erickson, donc le chanteur-guitariste du 13th Floor Elevators, qui enfin émerge difficilement un petit peu de ces différents internements psychiatriques. Et donc il l'accompagne sur scène en 2008 et cet album sort précisément cette année-là. Alors je me dis, il ne joue pas du 13th Floor Elevators, pas du tout, le son est plus lourd, etc. Mais les influences psychédéliques sont très très nettes, la fuzz, la distorsion, tout y est, vous avez tous les ingrédients. Moins de bruitage. Par exemple, Barre de Pont, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils utilisent pas mal de bruitage, des instruments un petit peu étranges dans le stoner, ou le psych stoner, tel que l'harmonica par exemple. Bon là, vous n'avez pas le côté bruitage, si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu plus straightforward, comme disent les Anglais. Super. Et donc, je vous ai dit que selon moi, la discographie des Black Angels est assez comme ceci. Mais en 2023, eh bien, ils vont nous ressortir un album que je trouve qui renoue un petit peu avec Directions to See a Ghost. Et c'est The Wilderness of Mirrors. Voilà, hop, je pense que vous voyez les petits reflets, etc. Qui est vraiment super. Voilà, le lien est fait, ils retrouvent un petit peu leur verve. Celui-ci est enregistré en 2019-2020 et je crois qu'il ne sort qu'en 2022-2023. Bref, superbe. Superbe album de ces Texans qui n'ont pas renié du tout leurs racines psychédéliques, 60s et 70s en particulier, les racines texanes. On pourrait presque le retrouver un petit peu d'ailleurs, les Moving Sidewalk, les futurs ZZ Top dans leurs influences. Alors, un autre groupe, Stakhanovist, des forcenés de l'enregistrement, plus de 100 albums studio à leur actif. Attention, pas en 40 ans, non, pas du tout, disons, 25 ans. Voilà, c'est à peu près, ils se sont formés au milieu des années 90 et puis ils sont toujours actifs et même très actifs aujourd'hui. C'est un groupe japonais que j'ai déjà évoqué, c'est The Acid Mother's Temple, dont la discographie est impossible à suivre, véritablement, à part pour un fan absolu qui passe son temps à ça, puisque ils ont sorti des albums, ils ont sorti des vinyles, donc des cassettes, des CD, souvent dans des pressages limités, très nombreux concerts, très nombreuses collaborations, bref. Alors, à l'origine du groupe, il y a 4 musiciens fondateurs, dirons-nous, qui vont véritablement être l'ossature du groupe pendant quasiment toute sa carrière, à l'exception de Cotton Casino, donc la chanteuse, qui quitte le groupe au milieu des années 2010, mais sinon Kawabata Makoto, le guitariste autodidacte, Tsuyama Atsushi à la basse, et puis Higashi Hiroshi qui lui est au clavier. Bref, vous l'avez compris, longue carrière, de très nombreux albums. Je vais vous proposer une sélection, bien entendu, à commencer par cet album. Alors il faut savoir que dans les pochettes des disques, c'est ce qui est assez fascinant, leurs inspirations sont très nettement du côté du rock psychédélique anglais, états-unien et puis du rock allemand. Eh bien ils vont détourner plusieurs pochettes. À titre d'exemple, par exemple, pour point terrible, la pochette du fémoriste, du live des Mothers en 1971, mais ils vont détourner aussi la pochette du Sgt Pepper, enfin bref, tout ça aussi pour des clins d'œil qu'ils font à leurs influences. Alors, premier album que je vous propose, c'est celui-ci qui sort en 2000, c'est un double album, Absolutely Freak Out, vous l'avez compris, la petite référence est là.
Les albums sont toujours fantastiques, les gravures absolument magnifiques. Les styles musicaux sont extrêmement variés, vous l'avez compris dans les références que je viens de vous donner. Souvent space rock, cosmic rock, psyché bien entendu, et puis des longues improvisations, mais aussi des influences du côté de la musique contemporaine. Je vais y revenir avec monsieur Kawabata Makoto. Bref, superbe album que ce premier. Une de leurs influences dans la musique contemporaine, c'est le mouvement minimaliste de Philip Glass, Steve Reich et puis Terry Riley, Monté Young, mais Terry Riley, dont ils reprennent. Regardez la petite vidéo que j'ai faite consacrée un tour du monde en 80 secondes à l'album de Terry Riley, In Sea. Et bien figurez-vous qu'ils vont reprendre en 2001 In Sea, accompagné d'une de leurs compositions In E. Superbe album. Et une interprétation tout à fait honorable de ce disque de cette composition de Terry Riley. Alors, une caractéristique, vous l'avez compris, de beaucoup de leurs albums, de beaucoup de leurs pochettes aussi, c'est un petit peu comme The Heads, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a souvent des jeunes femmes dénudées sur les pochettes. Celui-ci est absolument superbe, Episodes of Cometary Orbital Drive. Je continue avec les albums studio, je vous ai dit plus d'une centaine, en fait je crois qu'il y en a 105 ou 106. Je vous propose celui-ci qui est un des plus accessibles, il sort en 2018, et il se trouve facilement. C'est Reverse of Rebirth in the Universe. Voilà, la pochette, vous n'allez pas la manquer, elle est absolument superbe. Il faut savoir que Acid Mother's Temple a plusieurs incarnations, selon les musiciens, selon les époques, selon les personnes avec lesquelles ils jouent aussi, parce qu'ils ont beaucoup collaboré. Il y a Acid Mother's Temple, il y a Acid Mothers and the Melting Paraiso UFO, et puis il y a Acid Mother's Temple and the Cosmic Inferno. Bref, si vous êtes prêt à aller fouiller dans la discographie d'Acid Mother's Temple, vous avez tout ça. Alors, je vous ai parlé de collaboration. Ils ont en particulier, Kawabata Makoto, l'occasion d'une visite en France et d'un concert probablement à Bordeaux, passe chez un disquaire bordelais, lequel est aussi producteur de disques, c'est Bambalam Records. Et puis il va enregistrer plusieurs albums, Acid Mother's Temple également, via ce petit label bordelais tout à fait passionnant, puisqu'il édite beaucoup de groupes actuels, de néo-psyché, à fouiller de votre côté. Alors les collaborations, ça peut être parfois surprenant, les collaborations, mais il y en a une que je veux évoquer, éditée par Bambalam Records, c'est Acid Mother's Temple et Rosina de Pera. Il faut savoir que Rosina de Pera, donc l'album sort en 2012 ici, à l'époque a déjà 80 ans, c'est une chanteuse française qui milite pour la sauvegarde de la langue occitane. Alors vous imaginez un petit peu cette rencontre incroyable entre ces cinglés d'Acid Mother's Temple, complètement freaked out, et du space rock, cosmic rock, etc., avec cette chanteuse de musique plutôt traditionnelle, occitane. Bref, c'est tout à fait fantastique. Acid Mother's Temple, c'est un groupe de scène. Et donc je vous ai fait une toute petite sélection parmi ceux que j'ai, j'ai arrêté de me vanter, de live de Acid Mother's Temple en vinyle. Je crois qu'il faut commencer parce que c'est le premier en fait qui est sorti, c'est celui-ci, donc Live in Occident. Superbe, encore une fois, superbe pochette, tout est absolument magnifique chez Acid Mother's Temple, splendide. Superbe introduction à l'Acid Mother's Temple en live, c'est quand même quelque chose. Il y en a un autre qui est assez fascinant, donc celui-ci sort en 2000. Je vous en propose un autre parce qu'ils ont rendu hommage à John Peel juste après sa mort en 2004. Ils vont enregistrer un live qui sortira en 2005 sur Dirter Records, qui est un label qui est plutôt spécialisé dans les enregistrements un petit peu obscurs. C'est un label à la limite
du bootleg, c'est-à-dire qu'ils produisent des albums qui fleurent bon le pirate en quelque sorte. Vous avez voilà, ce superbe live en hommage à John Peel avec sur cet album un de leurs titres phares qui est Darker Star. Je pense que vous avez, pour ceux qui ont un petit peu la référence, compris qu'il s'agit alors il ne s'agit pas d'une reprise, hein, mais d'une évocation de Dark Star, bien sûr, du Grateful Dead. Superbe le double album, le parti collé sur la pochette, enfin bref, la gravure est excellente. Pour le coup, le son est tout à fait superbe. Et puis, plus récemment, bien sûr, ils sont passés par les Levitation Sessions, bien entendu, Live at Levitation, comme tellement de groupes de rock actuels, néo-psychédéliques aussi, pas uniquement, mais bon. Donc ça, c'est un live qui est sorti en 2021, je crois. Oui, c'est ça, 2021. Superbe également. Est-ce qu'ils ils reprennent le Darker Star, c'est-à-dire aussi appelé Dark Star Blues. Bref, superbe live. Je vais terminer effectivement avec les collaborations de Kawabata Makoto, qui est un personnage assez emblématique, fantastique, de touche à tout. Je l'ai dit tout à l'heure, guitariste autodidacte, passionné de musique contemporaine, de musique concrète, de musique électronique, et il va enregistrer via un petit label italien qui s'appelle Cubico Records. Il va enregistrer cet album qui est absolument voilà, qui est très intéressant. C'est de la musique cosmique électro-acoustique, c'est écrit en français. Superbe disque chez Cubico Records. Kawabata Makoto va beaucoup collaborer et j'ai un disque ici que je trouve fantastique dans une collaboration entre Kawabata Makoto et puis un autre musicien. Ici, c'est un autre musicien japonais, c'est Mishishita Shinsuke. Encore une fois, superbe pochette. Alors, vous allez me dire, mais en fait, il ne regarde que les pochettes, cet homme-là. Le contenu est fantastique. Hein, vous avez voilà, vous allez trouver votre compte, ou bien vous... Alors, peut-être que certains d'entre vous vont totalement détester. Ça dépend des albums par lesquels vous passez. Je vous ai fait une sélection, je pense ici, des albums les plus abordables. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus difficiles, qui demandent d'être un petit peu plus tolérants, un petit peu plus attentifs, et puis surtout d'avoir déjà écouté Acid Mother's Temple pour pouvoir apprécier complètement ce groupe fantastique. Bref, je termine ici. Donc il y aura bien une vidéo numéro 4, je sais celle-ci elle a été un peu longue, mais je vous ai dit que dans la discothèque, de plus en plus d'albums de groupes néo-psychédéliques, c'est vrai que dans les années 2010-2020 vous avez quand même un nombre de groupes fantastiques qui sortent des albums de rock néo-psychédélique. Donc, 4e vidéo, il y aura encore des staccanovistes, dont par exemple King Gizzard and the Lizard Wizard, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui eux aussi sortent beaucoup d'albums à un rythme effréné de 2 à 3 disques par an, vous imaginez. Bref, eh bien Vince, it's me, je vous libère, et cares about you. À la prochaine. Salut.